paraît, Jean me le dit souvent, que je suis assez bavard. C'est vrai, je le confesse. Mais aujourd'hui, je vais essayer de me restreindre un petit peu. Alors, avant de lancer ce que j'ai à vous dire, il y a un point très important et d'actualité. Je vous conseille tous d'acheter le Figaro d'hier. Et vous avez un article très intéressant. C'est le lancement par la Fondation Tocqueville d'une journée d'études, je crois que c'était aujourd'hui et demain, qui montre bien dans quel marigot nous sommes en train de vivre. Et ce qui arrive à Jean, ce qui nous arrive, ce qui arrive finalement à celui qu'on méprise un peu en appelant le peuple, en fait, est en train d'arriver à tout le monde. Et nous sommes vraiment, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands, parmi les plus grands penseurs, écrivains et du siècle, quelques étrangers, un Américain bien connu qui revient sur ce qu'il a écrit il y a 10 ans, en disant « je me suis trompé », c'est-à-dire qu'on a véritablement, si on laisse faire les choses, on va avoir une guerre entre les élites et le peuple. Et c'est en train de se préparer. Alors, on en a souvent parlé avec Jean. Bien entendu, vous savez ce que c'est qu'une guerre civile. Vous savez en général que ça coûte beaucoup de sang, de larmes, et que c'est très souvent les petits qui en prennent plein le nez. Donc, nous, notre objectif à Résistons, c'est surtout d'apaiser ce conflit qui est en préparation, et l'apaiser, et c'est relativement complexe, parce que ce conflit n'est plus un conflit interne, n'est plus un conflit européen, mais qui est un conflit mondial. Et donc, nous, parce que nous sommes très orgueilleux, enfin on va dire très fiers, nous sommes à même, en France, et c'est notre génie, nous sommes à même en France de proposer des idées, et des idées universalistes, déclaration des droits de l'homme, etc. Nous avons ce génie-là, peut-être parce que nous sommes un des peuples génétiquement les plus métissés, la science le dit, et c'est très important dans ce que nous sommes en train de lancer. Alors, le Figaro, publicité gratuite, lisez cet article, il pourrait être pris par nos annales, il est très intéressant, et on en verra la suite bientôt, hein, puisque je pense qu'il y aura des retombées dans la presse dès la semaine prochaine. Alors, maintenant, venons-en aux faits. Alors, j'hésite entre deux choses, Jean. J'hésite à raconter une histoire dont tu as cité quelques éléments tout à l'heure, qui s'appelle le pic-cul dans les dredons. Vous voyez, on fait... Non, mais hein, peut-être pas. Donc, et d'autre part, dans le concret, parce que, bien entendu, la réussite de nos affaires, c'est une réussite du terrain qui va monter. Et nous sommes tous capables de nous mobiliser pour des choses relativement simples, en étant tout simplement malins et en pouvant faire se rassembler des efforts dans toute la France et pour notre parti. Alors, en deux mots, je vous raconte quand même une histoire. En tant que président de la Banque alimentaire, en 2015, nous fermions la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône, nous avons 500 associations, etc., 3000 tonnes de distribuées, nous fermions le juillet-août. Or, notre fédération nous a demandé, pour des problèmes de communication, de rester ouvert. On est donc resté ouvert, bon petit soldat, et entre le 15 juillet et le 28 août, nous avons jeté, mais vraiment jeté, environ entre 500 kg et 1 tonne de fruits et légumes parfaitement comestibles. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que nous avions des accords avec les grandes surfaces, qui avaient moins de clients, donc qui nous approvisionnaient en évitant de payer pour leurs poubelles. Et nous, nos associations, et souvent les associations marseillaises, elles étaient en vacances au bled. Donc j'étais en fin de chemin
à nourrir des poubelles que je paye, ce qui devenait complètement aberrant. Et ça a été la première fois que j'ai dit à la rentrée à mon conseil d'administration, attention, on ne pourra plus parler d'alimentation solidaire, on disait avant caritative, mais ça fait, il faut être à la mode. On ne pourra plus parler d'alimentation solidaire sans parler de la gestion des déchets. Et on a commencé à réfléchir d'une manière très importante sur en fait ce que c'était que la gestion des déchets, la gestion des flux, et puis on a découvert quelque chose, c'est que les déchets, ben ça a de la valeur. Ah, ils n'ont pas tous la même valeur, mais il y en a qui sont vraiment très intéressants, et dans la deuxième partie, je vous dirai ce qui est très intéressant. Alors, ces déchets, j'ai l'impression que vous dites, il va loin avec ces déchets, mais on va arriver à une conclusion très importante et économiquement valable pour tout le monde. Ces déchets, comment s'organisent-ils au niveau national? Bien, les déchets, c'est une passion bien française, la centralisation. Les déchets sont organisés, la gestion des déchets et leur valorisation, si on peut dire, sont organisés sur un système industriel. Vous avez tous entendu parler du Veolia et autres. Bon, le problème, c'est que des déchets, il y en a partout. Et quand on est un industriel, eh bien, on règle ces problèmes, ces circuits, ces procédures avec d'autres industriels. Et on laisse tomber une part considérable de déchets qu'on appelle le déchet diffus, qui existe partout. Et pourquoi on ne va pas le prendre, ce déchet diffus? Bien parce que notre modèle économique d'industriel n'est pas adapté, ça coûterait trop cher d'aller chercher les poubelles de la Tourbée, de la résidence de la Castellane à Marseille, dont on parle de temps en temps. Voilà le problème. Et le problème, c'est que dans ces biodéchets, d'ailleurs la France est très en retard sur la récolte des biodéchets, puisque l'Europe lui a demandé qu'en 2020, il y ait une part considérable des biodéchets qui soient récupérés, et nous sommes en 2018, la France n'a pas réalisé 20% de ses objectifs. C'est bien la preuve que le système industriel ne peut plus jouer. Or, dans ces biodéchets, j'y arrive, hein, j'y arrive, dans ces biodéchets, il y en a un qui a une valeur tout à fait intéressante et dont on ne parle pas, c'est, alors là je vais vous dévoiler quelque chose dont vous entendrez parler et dont Jean parlera, ce sont les HAU. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que cette bête? Je pense que moi, il y a quelques années, les HAU, je ne savais pas. Il n'y en a qu'un, Je ne connais que les HUA. Les HAU, oui, mais bon. Les HAU, sont les huiles alimentaires utilisées. L'huile alimentaire, ce qu'on appelle vulgairement l'huile de friture. Les huiles alimentaires utilisées sont un produit qui intéresse de plus en plus les industriels et en particulier Total. Vous avez tous entendu parler de ce qui se passe à côté de chez nous, à côté de Marseille, à la Med, sur la création. On voulait fermer une raffinerie, finalement on ne la ferme pas parce que le gouvernement a refusé à Total qu'il la ferme, mais on transforme en partie cette raffinerie en fabrique de biocarburants. Et pour faire des biocarburants, eh bien, il faut de l'huile alimentaire, il faut de l'huile végétale, pas de l'huile de vidange. Or, cette huile végétale, elle est je vais être un peu technique, elle est de deux catégories. Il y a l'huile de première génération et l'huile de deuxième génération. La première génération, c'est celle que l'on connaît, c'est l'huile de palme, la fameuse, hein, et Total se fait fortement tirer les oreilles en utilisant cette huile de palme, mais cette huile de palme, elle vaut 2 fois moins cher que l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, qui est fabriquée, qui est cultivée en France, chez nos agriculteurs,
mais que le marché tel qu'il est ne permet pas de faire pousser. Bon, ça c'est l'huile de première génération. Et l'huile de deuxième génération, eh bien, ce sont les HAU qui existent partout. Et nous avons un rapport célèbre maintenant de 2015, ça date pas d'aujourd'hui, de l'ADEME, l'Agence du développement, et de France Agrimaire, qui dit la chose suivante, le volume, le tonnage, on parle en tonnage, le tonnage de HAU vendu dans l'Hexagone par an, ce tonnage, 50% de ce tonnage disparaît dans la nature des écrans radars à la fin de l'année. Et nous pensons, parce que l'ADEME est modeste, nous pensons que 80% de ces 50%, donc ça fait un chiffre considérable, en fait, vient des particuliers et de la petite restauration. Alors, là, on se pose la question, on se dit, bon Dieu, tout ce volume, mais aussi toute cette valeur, puisque aujourd'hui, dans les négociations que nous avons menées avec Suez, elles ne sont pas terminées, et puis il y en aura d'autres, on rachète, Suez rachète l'huile, la HAU, aux alentours de 35 centimes, et si elle est le litre, le kilo, parce qu'on réagit toujours en kilos, 35 centimes le litre, ou si on la présente en big bag d'une tonne, c'est-à-dire en gros 1 mètre cube, à 60 ou 65 centimes. Vous vous rendez compte un petit peu tout ce qui part dans la nature? Et nous sommes devant une source de richesse qui pollue, parce qu'elle est balancée dans les nappes phréatiques, et qu'on ne peut pas récupérer. Et alors là, nous avons commencé véritablement à la Banque alimentaire à chercher quelles seraient les sorties de cette affaire, des déchets diffus en général et des HAU en particulier. On s'est dit, on va faire un focus sur la HAU. Nous avons créé Fondalim, un focus sur la HAU en disant, mais que peut-on faire? Mais surtout, essayer de théoriser le problème des déchets diffus. Et on s'est aperçu, dans un raisonnement à l'envers, on s'est aperçu d'une chose. Vous connaissez tous Amazon. Amazon qui vend des bouquins. Eh bien, quand on regarde les équilibres financiers et les coûts d'Amazon, on s'aperçoit que dans toutes leurs procédures, ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire ce qui sépare le dépôt local à votre boîte aux lettres. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Eh bien, nous, on s'est dit, bien, pour les histoires des déchets diffus, qui sont si intéressants pour nous, et pour nos membres, et pour le peuple, eh bien, peut-être que finalement, ce qui est intéressant, c'est d'aller les chercher dans le premier kilomètre. Donc, premièrement, le déchet diffus, celui que l'industrie ne peut pas récupérer à bon compte, eh bien, nous allons le chercher dans le premier kilomètre. Et qui va aller le chercher? Eh bien, ce sont les gens qui habitent le premier kilomètre. Et ça, c'est un point essentiel. Nous voyons bien aujourd'hui que grâce, et c'est là on en arrive à notre mouvement politique, grâce à des trouvailles de ce type, on va pouvoir prendre des gens qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient faire quelque chose et qui vont devenir des acteurs, je dirais presque des ambassadeurs écologiques et industrieux, mais sur le terrain, dans le premier kilomètre. Donc, on récupère la HAU dans le premier kilomètre et on le récupère avec des gens qui habitent le premier kilomètre. Mais il n'est pas question de recréer les chiffonniers du Caire. Pas du tout. C'est que si on fait ça avec nos alliés, qui peuvent être des industriels, qui peuvent être des politiques, mais les politiques suivront, mais qui seront surtout des industriels. Regardez, Total en a besoin, parce que si elle veut sauver sa mine, elle sera obligée de baisser les importations d'huile de palme. Et si Total récupère sur le terrain
de la HAU qui est jeté à la poubelle, eh bien on dira à Total, ben, finalement, vous êtes un peu plus lisible au niveau écologique que ce que l'on pensait. Donc, aujourd'hui, récupérer, c'est organiser. Organiser, c'est aussi former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour récupérer cette HAU dans le premier kilomètre, avec des gens du premier kilomètre, je le répète, qui ont une sociologie très précise. Les quartiers nord de Marseille organiseront des équipes qui n'ont pas la même sociologie que les quartiers sud de Marseille. Ce ne sont pas les mêmes gens. Ce sont les gens qui y habitent, mais qui seront réunis par une procédure qui leur permettra de travailler. Et donc, aujourd'hui, cette affaire avance. Aujourd'hui, nous sommes à même de contacter, nous avons bien sûr contacté un certain nombre de grosses associations. La Banque Alimentaire, par exemple, c'est un exemple criant et important, c'est que la Banque Alimentaire, avec 500 associations, est à même, alors qu'aujourd'hui les camionnettes arrivent à la Banque Alimentaire pour recevoir gratuitement des denrées qui leur sont distribuées par la Banque Alimentaire, eh bien on peut espérer que demain, ces camionnettes n'arriveront pas vides, mais elles arriveront chargées de HAU, et les associations partiront non seulement avec des sous pour leur carburant, mais aussi une formation et aussi une organisation. Alors ça, je vais en terminer, je vois que Jean s'agite, je vais en terminer. Ça, c'est typique d'une organisation qui doit être assise sur une doctrine, alors je ne parle pas de doctrinaire, une doctrine de type doctrine juridique, une doctrine qui soit bien établie. Or, cette doctrine de la rencontre du peuple dans ce qu'il a de plus intime, mais ce qu'il a aussi de plus constructif, de plus intelligent, de plus imaginatif, c'est avec l'industrie, avec le business, cette doctrine au sens juridique du terme n'est pas faite. Aujourd'hui, quand on parle plus-value, on se retrouve avec la moitié des partis politiques qui hurlent en disant « Ah, tous des capitalistes ». Eh bien oui, devenons tous des capitalistes. Pourquoi pas gagner de l'argent quand on peut en faire? Et arrêter aujourd'hui ce triple gâchis pour les HAU, qui s'inscrit bien sûr dans l'affaire du déchet diffus, ce triple gâchis qui est un gâchis énergétique, parce qu'il vaut mieux aller récupérer de la HAU plutôt que de faire de la fracturation en France ou ailleurs. Deuxièmement, gâchis finalement écologique, puisque cette HAU qui part des écrans radars, qui disparaît, eh bien elle rentre dans la nappe phréatique ou dans les stations d'épuration. Je vous rappelle que pour une station d'épuration, ce qui coûte le plus cher, c'est le dégraissage. 25% du prix d'utilisation. Hein. Donc, gâchis économique, pas économique, énergétique, gâchis écologique et gâchis économique, puisqu'on jette aujourd'hui à la poubelle des produits qui peuvent rapporter de l'argent. Et nous sommes les seuls, avec un mouvement bien organisé comme Résistons, nous sommes les seuls à pouvoir porter au niveau national cette parole d'une action qui peut être corrélée sur tous les territoires. Voilà, on a du boulot devant nous. Merci.